Bonjour, alors normalement le réseau Louviérois de lecture publique et la maison de la laïcité de la Louvière devaient proposer en partenariat une conférence de Monsieur Rickmans et comme d'autres institutions culturelles, on s'adapte et c'est l'objet donc de ce podcast qui touche à Mémoire noire. François Rickmans, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté donc notre invitation. Vous êtes là pour venir nous parler de ce livre qui est vraiment très intéressant et qui est présenté ici dans le cadre, on a décidé de l'évoquer dans le cadre normalement du dispositif Africa Louve. Et donc c'est un livre au fait où différentes histoires se mêlent. Au fait, nous, on vous connaît bien, on connaît votre visage, votre voix. Vous avez été journaliste à la RTBF de 1991 à 2006. Vous avez couvert l'Afrique et on vous associe aussi à la couverture d'événements parfois tragiques sur ce Parfois territoire. très heureux. Parfois très heureux, évidemment. Mais voilà, c'est vraiment un grand plaisir pour nous de vous recevoir. Et donc, vous venez ici nous parler de ce livre qui est une réédition d'un ouvrage qui avait été publié en 2010, je pense. Exact. Et en 2000, au fait, vous aviez, et là je vais peut-être vous demander déjà plus d'informations sur la démarche qui avait été poursuivie, vous aviez, avec Éric D'Agostino, je pense, effectué toute une série de témoignages que l'on peut encore, je pense, retrouver sur la plateforme Ovio de la RTBF, qui visait au fait à aller à la rencontre d'acteurs, de témoins très divers pour évoquer l'histoire du Congo. Ou en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que nous étions en 1999 et donc on allait fêter le 40e anniversaire de l'indépendance et j'ai été trouver ma chef en lui disant « Écoute, on a des dizaines de livres de blancs, d'Européens qui ont écrit sur le Congo belge. On en a des bibliothèques entières, mais les Congolais, eux, n'ont jamais écrit cette histoire. C'est normal d'une certaine manière. Ils sont aussi dans une mémoire orale et dans une histoire orale. » Et donc je lui ai dit, c'est le moment d'aller les interviewer parce que je voulais qu'on interviewe des gens qui avaient au moins 20 ans à l'époque de l'indépendance. Donc on arrivait à leur 60e année au minimum. Et donc c'était le moment de le faire parce que si on laissait passer trop de temps, les gens allaient vieillir, mourir, etc. Et je lui ai dit, mais je ne demande pas ça pour moi, notamment parce que moi, j'avais vécu mon enfance au Congo belge et je ne voulais pas du tout être propriétaire de ça. Moi, je m'occupais de l'Afrique centrale d'aujourd'hui, si vous voulez. Et je lui ai dit, mais je pense qu'il faut faire ce travail. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, on va le faire et c'est toi qui vas le faire. Donc j'ai vraiment une chance incroyable. Et j'ai eu beaucoup de temps pour faire ça. Donc j'ai été au Congo 2 fois et j'ai pu rencontrer et faire des interviews longues de 40 personnes à peu près. Tout n'était pas de la même valeur, si vous voulez. Et on était en pleine guerre aussi à l'époque. Hein. On était dans la guerre du Congo. Et voilà, et donc j'ai été interviewer les gens. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne faisais pas d'entretien préalable. Parce que je ne voulais pas que la spontanéité du récit soit gommée. Et donc, si vous voulez... Pas de préparation, c'est ça Pas que de vous voulez préparation, dire. et j'ai même pas trop lu avant de partir. Je n'ai pas travaillé l'histoire, je voulais vraiment être assez neutre et vierge, si vous voulez. Et pas de préparation, y compris même des gens qu'on m'a présentés en disant, tu vas voir, Thomas Kanza me dit, je vais te présenter quelqu'un, tu vas voir, ça va être intéressant. Je m'assieds, et il me dit, je m'appelle Mouissa Camus, je suis journaliste, j'étais journaliste au moment du soulèvement de Léopoldville, et je suis le dernier signataire encore en vie du manifeste de conscience africaine. Vous imaginez, moi je suis tombé de ma chaise, mais je ne pouvais pas, je voulais que ça reste très très spontané, et je savais aussi que si on faisait un entretien préparatoire, ce serait moins bon après. Bien sûr, tout à fait. Et donc je partais à l'aveugle, un peu comme si vous interrogiez quelqu'un de totalement inconnu pour vous, dans une histoire que vous ne maîtrisez pas, et vous essayez de débrouiller, de comprendre. Mais je trouve que c'était finalement assez... Donc du coup, c'était très long comme interview, mais quelle richesse, quel plaisir de retrouver cette histoire écrite, dite par, entre guillemets, l'autre côté, ce qui n'avait jamais été fait à l'époque.
D'accord, ok. Et alors, donc il y a ce travail d'interview, donc des longues interviews. On le sent aussi dans le livre qu'il y a cette absence de préparation qui nous amène vraiment à aller Mhm. rechercher des éléments que des personnes n'ont jamais dit à leurs proches. Je pense que c'est d'ailleurs signalé à plusieurs reprises dans le livre. Oui, je peux prendre un exemple qui m'a beaucoup touché. On interviewe Alfred Yongolo assez longuement. Et puis, il y a des blessures Mhm. qui n'avaient jamais été dites. Par exemple, il avait été chassé du séminaire parce qu'il avait été obligé de participer à une cérémonie de féticheur dans Tout à sa fait. famille. Évidemment, là, s'il y a quelqu'un de malade dans la famille et que le féticheur dit « je veux voir tout le monde Mhm. », il faut y aller. Et il y est allé et les missionnaires l'ont appris. Bon. Et puis, macaque. Il avait aussi entendu cette injure. Mhm. Et au moment où on fait cette interview, il y a les gens, les adultes de la génération suivante, donc des gens de 45, 50 ans qui viennent écouter. Mhm. Et à la fin, nous nous retrouvons à une quinzaine. Et puis là, l'entretien se continue, ça dure très longtemps. Il était aussi au soulèvement Léopoldville, un vieux monsieur très calme. Et donc, on arrête l'enregistreur. Et tous ces enfants disent « Papa, tu nous avais jamais raconté Mhm. ça ». Un petit peu comme si cette blessure provoquait un peu de honte ou de gêne, et on peut comprendre, hein, qui fait qu'on ne raconte pas à son enfant ou à son petit-enfant qu'on a été traité de macaque par un blanc en 1955. Mhm. Oui, d'ailleurs, ça a duré jusque très longtemps, hein, cette insulte. En fait, moi, j'ai pris, je dois vous le dire, la lecture de ce livre comme un véritable coup de poing dans la figure. Ah, vous employez le bon mot, mais Oui. moi, sur place, les premières interviews, vous imaginez, c'était un renversement. Mhm. J'étais vraiment... Je tombais de ma chaise. Hein. Oui, Le coup de poing dans la figure, c'est encore oui, plus vrai, ce j'imagine. que vous Oui, dites. oui. C'est plus Moi, direct, là. parce qu'en plus, j'avais connu, moi, enfant, mais enfant, quelle conscience Mhm. a-t-on? J'avais connu cette période et je ne voulais pas revenir à mon passé à moi, hein, donc ça c'est clair, Oui, bien c'était sûr. clair aussi. Mais ce que j'ai entendu dans les premières interviews, Jean Léma qui dit « j'ai osé danser avec une Oui, blanche », ça c'est vrai, ça donne le ton, hein. Donc on a une photo, on a une courte interview. Je pense que c'est vraiment aussi une volonté de votre part d'avoir des propos chocs. Et si vous voulez revenir sur cette histoire, moi ça m'a frappé parce que derrière cette banalité, eh bien on se rend compte en quoi ce geste est exceptionnel. mais donc le Congo change, il faut aussi se dire ça. Et même quand vous parlez de l'injure macaque, je peux quand même signaler que dans la dernière génération des Européens qui arrivent, il y a, chez certains, pas tous, hein, Mhm. soyons très clairs, chez certains, il y a une attitude beaucoup plus respectueuse, il y a un souci du développement et de l'autonomie des Congolais, etc. Donc c'est assez nuancé, je Oui, tout à pense. fait, mais on reste quand même dans les années 50. Ah, au début des années Voilà. 50, on est encore dans quelque chose Oui. de relativement rétrograde, pour une raison très simple, c'est qu'en fait, à partir de 1945, beaucoup d'étudiants avaient interrompu leurs études. Mhm. Donc les gens ont commencé à reprendre leurs études après la Deuxième Guerre mondiale. Et la décision, c'est que dans l'administration et dans les entreprises publiques, on n'envoyait plus que des universitaires. Ce qui veut dire qu'avant 1950, Mhm. on est encore globalement sur le public qui était là Mhm. avant 1940. D'accord, ok. Donc vous voyez un petit peu Mhm. le cap, le fossé Oui, générationnel. oui, oui. Et alors Jean Léma, Jean Léma, oui. Jean Léma, voilà, j'ai vécu des choses extraordinaires. Vous l'entendrez en radio si vous Mhm. voulez, dans les podcasts. Je suis le premier à avoir osé danser avec une femme blanche. Et il raconte, c'était au mariage de la fille de mon patron. Et il fait partie de cette classe de clercs, comme on les appelle, donc les employés administratifs dans une entreprise. Il est clerc et il est invité à ce mariage, ce qui montre aussi une évolution. Mhm. Et il dit, c'est sans réfléchir, je me suis levé, j'ai été... Alors c'est très cérémoniel, il va s'incliner devant le mari de cette dame en lui demandant s'il peut danser avec elle. Et puis il danse avec elle, il a encore les détails, il portait une chemise à robe, enfin bon, Mhm. il a tous les détails, il était grande, le nez aquilin. Et alors ce que j'ai trouvé intéressant, alors il dit oui, quand je me suis rassis, j'ai eu la frousse. La frousse, il dit, avec son... La frousse, j'ai cru que l'administrateur allait venir m'arrêter. Jean, qu'est-ce que tu as fait? Mhm. Et puis,
Et puis finalement, tout se passe bien. Il dit, ces gens sont devenus mes amis. Et puis je lui dis, mais Jean-Néma, cette femme aussi, elle a eu du courage. Oui, je crois, qu'il me dit. Cette femme et son mari ont été exceptionnels. Je suis devenu leur ami, j'allais manger chez eux, je jouais au tennis avec eux, ce qui à l'époque était vraiment pas du tout fréquent, pas du tout. Maintenant, peut-être qu'il y avait eu déjà des danseurs noirs avec des femmes blanches, mais je pense que l'histoire est vraie. Et le grand chanteur Kabasele des années 60 a fait une chanson sur cette histoire en parlant de Jean Léma, en l'appelant Jamais Kolonga. Le jamais vaincu, le toujours vainqueur, le toujours... Et il se trouve le 30 juin 1960, au Palais de la Nation, quand le roi, le président Kasavubu et le premier ministre Lumumba font leur discours. Ils travaillent à Radio Congo. D'accord. Et donc, voilà, on commence à la lecture de votre livre par ce témoignage. On arrive avec sa grille de lecture contemporaine. Et là, on se rend compte qu'on va découvrir quand même des éléments qui vont un peu changer notre manière de comprendre. Et votre livre, il est structuré en 3 parties. Donc, la première partie, c'est, je pense, intitulée « Congo, une colonie modèle ». Puis, après, eh bien, on évoque, je pense, tout ce qui est à partir du manifeste de conscience africaine. Et après, eh bien, c'est un autre temps. Mais je vous propose d'aborder la première partie, où vous commencez par la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale qui est particulière parce que si on fait une comparaison avec maintenant, c'est vrai que le Congo est un territoire énorme. 77 fois la Belgique. 77 fois la Belgique, oui. Et que l'on est dans une situation où, ici en Belgique, il y a une mésentente, on va dire ça, entre le roi et son gouvernement. Et sur place, avec une absence de moyens de communication tels qu'on les connaît maintenant, il y a le gouverneur général, je ne connais plus son titre, mais Pierre Ryckmans, qui est mon grand-père, en fait. Oui, mais qui est un homme, le plus haut fonctionnaire présent, et qui doit prendre toute une série de décisions qui vont orienter l'évolution, l'implication de la colonie dans l'effort de guerre. Donc on est dans une période particulière et cette Deuxième Guerre mondiale va avoir un effet... En fait, tout d'abord, si vous voulez revenir sur l'implication dans ce conflit des Congolais. En fait, la Deuxième Guerre mondiale, on pourrait dire, avec le recul, que c'est une espèce de fantastique mondialisation nouvelle, forcée, par les circonstances. Parce que jusque-là, le Congo, en tout cas les Congolais, vivaient relativement en vase clos, sans avoir une vraie conscience des enjeux hors de leur pays. Et même dans leur pays, les déplacements n'étaient pas facilités, ils devaient être autorisés, etc. Donc il y avait comme une espèce de chape. Et très peu de Congolais connaissaient l'étranger. Alors vous avez une espèce de prise de conscience incroyable. D'abord, la Belgique est battue. Donc la puissance coloniale, pour le dire un peu brutalement, elle n'en est plus une de puissance. Oui, tout à fait. Et puis le gouverneur général qui ne cède pas aux tentations, aux demandes des neutralistes et des léopoldistes qui disent, mais après tout, il faudrait que le Congo prenne acte, c'est le terme, de la victoire allemande. Lui dit non, et il a la constitution en main aussi. Je suis aux ordres du gouvernement, on continue la guerre, on n'a pas fait de traité de paix, on continue la guerre et on la gagnera. Et alors vous avez un double effort, un effort économique qui permet aux Alliés effectivement de bénéficier d'énormes quantités de caoutchouc, de cuivre pour les obus, de caoutchouc pour les pneus, d'huile de palme pour les savons, tous les métaux précieux. Donc on augmente la production industrielle d'une manière incroyable, on épuise le pays, il faut le dire clairement. Ah oui. Mais les gens commencent aussi à s'apercevoir qu'ils contribuent à une guerre qui n'est pas la leur et qui est une guerre mondiale. Quand un monsieur me dit, mon père... sur 10 francs de salaire, garder 50 centimes pour la contribution à l'effort de guerre, par mois. Vous imaginez? Oui, c'est incroyable. Or, ce n'était pas leur guerre. Et puis, il y a les soldats. Les soldats qui partent reconquérir l'Éthiopie contre les Italiens, vous imaginez. Et puis ceux qui partent au Nigeria, qui traversent le Sahara. Il y en a un puis ce corps-là monte vers Jérusalem et vers la Syrie pour s'entraîner au débarquement. Et Panzou me dit, mais à Jérusalem... j'ai rencontré une femme blanche, on a passé la nuit ensemble. Mais vous imaginez, au Congo belge, ça c'était impossible. Il voit dans les autres armées des officiers ougandais et des juges militaires français
africains, français. Et ils voient que dans la force publique, le plus haut gradé des Noirs est toujours en dessous du plus petit des Blancs. Et donc ils se rendent compte qu'il y a un problème. Ils ont l'insigne Belgium. Ils me disent, on avait l'insigne Belgium et on combattait pour les principes de la charte atlantique. Qui écrit un clerc de Lubumbashi qui va donner ça à un soldat américain qui surveille les stocks d'uranium de la bombe atomique, des 2 bombes atomiques, la charte atlantique qui dit que nous allons combattre pour la liberté des peuples. Et nous alors, qu'est-ce qu'on va devenir là-dedans? Vous voyez cette première prise de conscience nationaliste, pré-nationaliste, nous allons dire ça. Mais quand ils reviennent, on les chasse des magasins. Donc il y a un décalage énorme qui se fait à ce moment-là. En fait, c'est un événement déclencheur qui va pour la conscience je dirais nationale. plutôt que c'est une amorce. C'est une D'accord. amorce et qu'il faut beaucoup de temps, dans les années qui suivent, là où ça commence à bouger, c'est dans cette population qu'on appelle main-d'œuvre indigène. L'idée, c'était d'éviter l'exode rural. Donc on commence à créer... Parce que l'essor économique se poursuit après 1945, évidemment. Et donc, entre 1945 et 1957, vous avez un fantastique développement économique du pays. Et donc, on crée des villes et des centres pour les populations et on fixe les travailleurs. En 1960, le Congo a le plus haut taux d'hommes salariés. 40% des hommes sont salariés. Ce qui est énorme, c'est le plus haut taux d'Afrique noire. D'accord. Et donc, ces gens s'installent dans des villes où il y a... On en parlera peut-être, la ville blanche d'un côté, un no man's land, et puis la cité noire. Et ces gens-là, à ce moment-là, ils se rendent compte quand même, tout petit à petit, ils se rendent compte des injures, du mépris. Ils s'interrogent sur cette séparation des races, et puis ils prennent conscience petit à petit des inégalités et des discriminations sociales, et puis politiques. Il y a beaucoup d'éléments dans ce que vous dites, et j'ai envie de rebondir sur plusieurs choses. Tout d'abord, c'est vrai que la ville... Vous en parlez longuement dans votre livre. Vous parlez de Kinshasa, Léopoldville. En fait, si je devrais dire l'inverse. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que vous prenez la peine de faire les équivalences entre les anciens termes, les termes colonialistes, et les dénominations de villes telles qu'on les connaît. Donc, vous revenez très longuement sur Léopoldville, sur la structure de la ville. Et là, on a des témoignages qui nous permettent de rendre compte que la vie pour les Blancs et pour les Noirs n'est évidemment pas la même, et ça se manifeste à travers différents éléments. En fait, c'est un apartheid de fait. On appelait ça à l'époque le color bar. Alors, attention, aux États-Unis, dans les États du Sud, il y a eu ça jusqu'en 1963. C'est l'idée d'un développement séparé. Et donc, ce n'est pas légalisé, mais, et ça c'était un coup de poing aussi, quand Mathieu Kouka s'assied, je lui demande comment c'était Léopoldville pour vous. À 18h, il fallait avoir quitté la ville blanche. Il y avait des policiers à la barrière. On nous fouillait pour voir si on n'avait pas pris de vin. On rentrait chez nous et à 21h, c'était le couvre-feu. Il imite la trompette du couvre-feu, c'est un musicien. Et donc il chante le chant de la trompette qui sonne un vrai couvre-feu. Mais un vrai couvre-feu, on ne pouvait pas sortir de chez soi. Donc il fallait éteindre les lumières, on ne pouvait pas sortir de la maison, même dans sa propre parcelle. Et donc il commence à nous raconter ça. Et tous les Noirs devaient avoir quitté la ville blanche, sauf les boys, les domestiques, qui avaient une carte spéciale qui loge dans la boïrie, une petite maisonnette, etc., etc. Donc il me décrit cela, et puis d'autres me confirment. À la boucherie de Wever, me dit Mabolia, le blanc rentrait, et moi j'allais à un guichet sur le côté, et je montrais ce que je voulais, et on me donnait, mais j'avais rien à dire. Le père Écoua, qui est jeune, qui va partir faire la théologie en Belgique, donc qui est déjà très bien formé, se fait jeter dehors d'un magasin par un commis portugais qui n'avait certainement pas son niveau d'études. On le chasse du magasin. Donc si vous voulez, les bars, les restaurants, tout ça était complètement séparé, distinct. Et donc c'était une espèce de, une vie complètement différente dans la cité noire. Alors pourquoi ? Je me suis beaucoup interrogé. Il y a évidemment des raisons sanitaires et sécuritaires. Mais il y a aussi l'idée, et c'est très prégnant dans le système colonial belge, c'est qu'il faut faire attention à faire évoluer, on va peut-être revenir avec ce terme, évoluer les gens lentement, petit à petit, pas à pas trop vite. Et en fait, à 21h, au village, moi j'ai vécu dans les villages, dans la forêt,
À 21h, on éteint les feux et on va dormir. Et on se lève vers 5-6 heures du matin. Et donc, c'était l'idée qu'on allait garder le Congolais un petit peu dans le système d'origine rurale. Mais évidemment, ces gens-là qui vivent dans la ville, ils sont complètement déracinés de leur milieu d'origine. Ils entendent de la musique, ils entendent des radios par haut-parleurs, ils commencent à lire, ils écrivent, ils entendent, on échange, il y a les plaisirs de la ville. Il y a un grand poète congolais qui écrit de cette période, oui, le Congolais qui vit à Léopoldville. Et c'est comme ça dans toute la colonie, l'espace colonial divisé en 3, ville blanche, cité noire et zone économique, avec le no man's land entre la ville blanche et la cité noire, où on trouve le camp de la police, le zoo, le grand marché, etc. En fait, c'est une frontière, ce no man's land. C'est partout. J'ai développé Léopoldville, mais c'est le même système à Lubumbashi, à Stanleyville. Vous avez exactement les mêmes... Et même dans les petits postes, dans les villages, les Blancs vivaient de leur côté, il y avait le poste administratif, parfois l'église, l'espace du marché, et puis vous avez la cité noire. Et donc, c'est l'espace colonial qui est décrit comme ça. Et donc, le grand poète dit, ben oui, le Congolais qui vit à Léopoldville, il vit peut-être sur la même natte que celle qu'il avait au village. Il dort sur la même natte que celle qu'il avait au village, mais il y fait bien d'autres rêves. Parce qu'évidemment, il veut avoir un vélo, il veut avoir une radio, voilà. Et donc, vous avez... à ce moment-là, les prises de conscience sur cette différence, ce développement séparé, apartheid. Et puis, alors, il y a les prises de conscience sociales. Comment se fait-il que moi, Dima Bolia, qui donnais cours de latin en 2e humanité, on disait 2e post-primaire, je n'étais que moniteur. Aucun noir n'était enseignant, instituteur ou professeur. On était tous moniteurs. Les assistants médicaux, ils opéraient, avec évidemment un médecin blanc derrière eux ou à côté d'eux. Mais il n'y a jamais un noir qui est devenu médecin avant 1960. Les assistants territoriaux, ni juges, ni administrateurs territoriaux. Donc vous avez effectivement alors quelque chose qui est une barrière quasi sociale. On préserve les privilèges du blanc pour empêcher que les noirs aient les mêmes fonctions. Revenons un peu sur la notion qui, c'est vrai, je dois l'avouer, est choquante maintenant, d'évoluer. Le terme est choquant pour vous. Oui, tout à fait. C'est vrai on ne connaît rien à l'histoire. Aujourd'hui, on dit... Alors, si je vous dis indigène, vous allez trouver ça choquant aussi. Déjà peut-être un peu moins, c'est moins connoté. Si vous voulez revenir là-dessus. Eh bien, donc l'indigène, c'est celui qui vit au Congo, c'est le natif, parce qu'il n'est pas aborigène, puisqu'il y avait les pygmées avant les bantous, les bantouphones, comme on dit. Donc il est indigène, et puis dans les indigènes, il y a ceux qui vivent en côtoyant le blanc. Et donc, il commence à voir le mode de vie du blanc, et même à l'adopter en grande partie. Et donc ceux-là, on les appelle les évolués. Les évolués sont donc des gens qu'on considère sortir lentement de la masse inculte et se civiliser petit à petit, comme je vous dis, pas à pas. Mais il faut aller lentement, il faut aller degré par degré. Alors, dans ces évolués, dans un premier temps, il y a eu des gens qui ont été tentés par l'assimilation. On appelait ça des immatriculés. Eux avaient un vrai statut. Immatriculés au quart de mérite civique. Mais ils étaient soumis à des inspections assez humiliantes pour voir si leurs enfants portaient des sous-vêtements et s'ils mangeaient avec des fourchettes à table. C'est frappant aussi. Et donc ça, oui. Et alors, les Noirs les détestaient en les appelant Mundele Ndombe, ça veut dire le blanc à peau noire. Donc c'est vrai, ce sont des Blancs. Oui. Et les Blancs les méprisaient tout autant que les autres. Donc ça a été un échec. Et alors, cette masse d'évoluer, cette nouvelle classe sociale, en réalité, pour moi, c'est ça, c'est une nouvelle classe sociale. C'est cette classe sociale-là qui va commencer, après le temps des revendications, après le temps des prises de conscience, comme vous en avez parlé, fait le temps des revendications, après le voyage du roi, après 1956, et après le soulèvement de Léopoldville, qui était un coup de tonnerre incroyable en janvier 59. Alors ça, c'est le temps des ruptures. Et puis on va à l'indépendance. Voilà l'évoluer. Encore un petit mot. Oui. Thomas Kanza est le premier universitaire laïque. Il va à Louvain, avec l'appui de l'Église et d'un directeur de journal, contre l'avis de l'autorité coloniale. Et il ne peut pas faire le droit, il ne peut pas faire la médecine, enfin je vous passe les détails. Et quand il revient en 1956, il fait une conférence où il dit « Le Congo doit devenir le pays de 2 évolués. Le blanc doit évoluer aussi. » Et arrêter sa superbe et sa primauté dans le système politique. Intéressant, je trouvais. Je trouve aussi. Vous le signalez dans votre livre, vous faites le système colonial repose sur 3 éléments. Vous avez déjà
évoqué plusieurs. Je vais les énumérer, vous me reprenez si je me trompe. Vous dites que c'est l'Église, l'État et les entreprises. Le capital, oui. Le capital. Si vous pouvez revenir un peu sur le rôle de l'Église, parce que là, la lecture de votre livre m'a montré que j'ai une vision moins dichotomique que celle que je pouvais en avoir avant. J'ai été quand même assez surpris également. Donc, d'abord, effectivement, l'Église se met dans une mission d'évangélisation. Mais elle assume aussi dans la Trinité coloniale. La Trinité coloniale, attention, ce n'est pas une alliance, une vraie coalition. C'est chacun son job. C'est ça. Mais il y a toujours eu des tensions entre les trois pouvoirs. Ça, c'est assez clair. Il y a toujours eu des tensions. On a, tout au long de l'histoire de la colonie, l'État disait attention, ça c'est notre boulot, pas vous, etc. Alors la colonie, on peut dire l'Église, l'évangélisation, c'est un des instruments de la colonisation. Oui. Mais ce que je constate aujourd'hui, et c'était comme ça déjà en 1960, les Congolais croyants sont vraiment avec leur foi. Ce n'est pas une foi plaquée venue de l'extérieur. Pourquoi ? Vous avez des missionnaires extrêmement rétrogrades, notamment des missionnaires qui disaient macaque, ça existe. Mais vous avez aussi, dès 1945, et ça a été décidé où ça ? Au Vatican, on sait très bien que la colonisation s'est terminée. L'Inde va devenir indépendante, l'Indonésie l'est déjà, l'Asie est en train de faire soit des guerres de libération, et puis ça prend l'Afrique. Et l'Église se rend compte que si elle reste l'Église des Blancs, elle ne vivra plus qu'en Europe occidentale et aux États-Unis. Et donc l'Église entame une mutation assez profonde. Et ce qui fait que vous avez à l'indépendance, curieusement, alors qu'il n'y a eu aucune africanisation, je vous ai dit, ni juge, ni médecin, il n'y a aucune africanisation, mais il y a déjà 600 prêtres noirs et il y a déjà des évêques noirs qui travaillent en conférence épiscopale. Et donc vous avez aussi l'Église qui est un instrument, qui est un vrai outil d'émancipation, un acteur de l'émancipation. Pour vous donner un petit exemple, dès 1955, un missionnaire dit « Le Congo déraille, ça ne va pas bien se passer ». Quand le roi vient au Congo dans son grand voyage, il discute avec un missionnaire qui lui dit « Sire, il ne nous déteste pas tous personnellement, mais le système, il le haïssent. Ça ne tiendra pas. » Et vous avez, par exemple, le père de l'Akétul. Aujourd'hui encore, quand je suis à Kinshasa, c'est le stade Tata Raphaël, c'est oncle Raphaël, père Raphaël. C'est lui qui envoie Thomas Kanza en Europe. C'est un vrai artisan de l'émancipation des Noirs. Donc vous avez un double mouvement, si vous voulez, et le manifeste de conscience africaine qui est écrit en 1956 et qui est une réponse à un manifeste belge qui dit on pourrait peut-être donner une autonomie aux Congolais sur 30 ans, manifeste rejeté en Belgique tout de suite. En 1956, le manifeste de conscience africaine est puissamment soutenu par le futur cardinal Maloula, qui provoque un groupe d'intellectuels dont certains étaient croyants, pas tous, et qui s'appelle Conscience africaine, et qui demande l'autonomie, qui demande que les Blancs changent de comportement. Vous voyez un petit peu cette double face, si vous voulez. Mais j'étais moi-même surpris, et je pense que ça explique aussi qu'aujourd'hui encore, l'Église catholique, avec certaines ambiguïtés dans la défense de ses intérêts, ne nous leurrons pas, a toujours été du côté du peuple, et aujourd'hui encore. Donc l'Église a eu, au fait, je ne sais pas si j'utilise les bons mots, mais une certaine perspicacité pour identifier que la colonisation allait s'arrêter dans les années à venir. On peut dire que cette perspicacité, cette lucidité, au niveau de l'État belge, elle n'était pas présente. Et vous évoquez le cas de la venue du roi Baudouin. Ça va encore enchaîner pas mal de désillusions. Ah, tout à fait. Donc, si vous voulez, il faut distinguer l'attitude des Belges du Congo et du pouvoir colonial de l'attitude de la Belgique. En réalité, la Belgique se désintéresse du Congo. Ce n'est pas ça. Vous savez que même quand elle accepte le Congo de Léopold II, l'État indépendant, la population n'était pas partisane de ça. Donc, le projet colonial, comme je le dis souvent, n'est pas un projet national en Belgique, contrairement à la France, à la Grande-Bretagne. Ce n'est pas un projet national, c'est le projet d'une petite entité où il y a des capitaines d'industrie libéraux et catholiques, et puis vous avez l'Église catholique et un monde francophone aussi très marqué. Donc, si vous voulez, la Belgique, à partir de 1945, vous en avez parlé, elle est dans la question royale, elle est dans la guerre scolaire,
elle est dans la reconstruction, et elle commence à se tourner vers la création de la communauté économique européenne qui deviendra notre Union européenne d'aujourd'hui. Et donc le Congo, je pense qu'entre 1945 et 1959, le soulèvement de Léopoldville, il n'y a jamais eu de débat au Parlement, par exemple. Donc là, on s'en désintéresse et on se dit, c'est une belle colonie, tout roule bien, on fait tout pour ces gentils petits noirs, on fait des hôpitaux, on fait des écoles, on fait du développement social, c'est bien. Et vous avez dans la colonie même quand même pas mal de gens, de gens de système colonial, y compris des gouverneurs généraux, qui disent attention, il faut faire des réformes, hein, et qui dénoncent l'immobilisme, en disant ce n'est pas simplement le développement des infrastructures et des hôpitaux qui va permettre aux choses d'évoluer correctement. Et donc là, vous avez des gens beaucoup plus visionnaires, dont certains religieux, mais aussi des fonctionnaires. Alors effectivement, ce qui se passe à partir du moment où les revendications montent, et surtout donc à partir de 56-57, la sociologie du monde colonial est assez frappante. Énormément, la plus grande partie sont des salariés de grandes entreprises, 40%. Et puis vous avez les colons, donc ceux qui ont créé leurs magasins et leurs plantations. Ça fait 60% à peu près. Ces gens-là, eux, s'arc-boutent à leurs privilèges. Ils ne veulent évidemment pas abandonner cette position de supériorité salariale. Pourquoi est-ce qu'un blanc part au Congo ? Il y a quelques motivations possibles. Comme toujours maintenant aussi, quand on parle d'un expatrié, c'est la même chose. C'est le professeur Van der Linden qui explique ça très bien. Il y avait au début l'aventure, l'exploration. Et puis il y a eu l'argent, l'ascension sociale, l'accomplissement de soi. Ça, c'était aussi dans les débuts. Et donc beaucoup de ces gens dans le monde colonial jusqu'en 1960 sont des gens qui sont intéressés. Et vous pouvez voir la propagande coloniale. Et en fait, son message, c'est « Allez au Congo, vous allez vivre comme des rois ». Le quincaillier d'Etterbeek, je prends un exemple, les gens d'Etterbeek sont parfois fâchés. Le quincaillier d'Etterbeek arrive à Kisangani et il se retrouve avec 50 ouvriers dans son entrepôt. Et sa femme ne travaille pas. Et sa femme a des boys, des domestiques. Vous voyez le monde. Et ces gens-là n'ont aucun intérêt à partager leur existence et à s'intéresser à la culture du noir. Ça ne pose pas de problème. Mais vous avez aussi le médecin qui va vacciner dans les villages, dans la savane. L'administrateur de territoire qui est perdu à Mouika, à 1500 km de Léopoldville, et qui est dans un territoire qui compte à peu près 2/3 de la superficie de la Belgique, où il n'y a que 8 blancs. Et donc ces gens-là, eux, là, sont là par idéal. Mais ces gens-là sont minoritaires. Et donc à partir de 1958-59, ils n'ont pas voix au chapitre. Et les salariés, ils ne demandent qu'une chose, c'est de rentrer avec une pension. Le colon, lui, il a tout perdu. C'est ça. Et ce qui s'est passé, alors vous voyez un petit peu les fractures à l'intérieur du monde colonial qui font que ça a été une débâcle vraiment incroyable après 1960. D'accord. Je vais vous proposer aussi d'avancer un peu dans le livre, mais ou de revenir sur un épisode qui m'a marqué, qui touche à l'histoire du Congo, mais à l'histoire belge. C'est l'exposition internationale de 1958. Oui. Parce que on regarde avec un petit sourire ou avec beaucoup de condescendance notre passé pour le 19e siècle où on voyait ces villages d'Africains, notamment à Paris, et ça nous semblait très loin. Mais j'estime que dans ce que l'on dit de l'exposition de 58, il y a quand même des traits assez caricaturaux qui sont quand même présents dans cette exposition. Alors justement, c'est Joseph Mabolia qui raconte ça, qui est moniteur à Sainte-Anne, et qui se rend compte qu'il gagne 10 fois moins que son collègue blanc, qui lui est professeur. Et lui, il est pris dans le pavillon des missions. Vous voyez aussi comment l'Église catholique, donc il y avait 2 grands pavillons, le pavillon du Congo belge et le pavillon des missions. L'Expo 58, c'est la vitrine d'une Belgique parfaite, avec la vitrine d'une colonie modèle. Et on fait un village africain, exactement comme dans toutes les expos depuis le début même le siècle précédent. Et les Congolais se rendent compte qu'on commence à jeter des bananes aux Noirs qui sont en train de couper du bois et de faire des petits travaux, qu'on soulève la culotte du petit garçon pour voir s'il est comme un blanc, hein, pour être clair, etc., etc. Et il commence à protester, à se rebeller. Et me raconte Joseph Mabolia, on a vu comment
comment vous contestiez au moment de la guerre scolaire et comment en 1958 finalement on arrive à l'apaisement après les grandes manifestations au profit de l'école libre. Et on a fait la même chose, on a fait grève, on a manifesté avec le soutien du pavillon des missions, ceci dit en passant. Et on a obtenu que le village soit fermé. Mais ceci dit, pour 1000 Congolais, se retrouver à Bruxelles, alors que les déplacements à l'intérieur du Congo belge sont contingentés, limités, soumis à autorisation d'un administrateur, 1000 Congolais qui se retrouvent à Bruxelles, qui découvrent, je demande à Joseph Mabolia, mais quelle est la première chose qui vous a frappé en arrivant en Belgique ? Il me regarde après un long silence et il me dit, la première chose qui m'a frappé, c'est que les Blancs travaillaient. Et en fait, il y a certains coloniaux qui m'en ont beaucoup voulu de cette histoire. En fait, ça voulait dire le blanc servait dans les restaurants et à l'aéroport prenait des valises pour porter les valises des voyageurs. Hein, ça voulait... Mais vous voyez l'image du blanc au Congo, il est derrière un bureau où il est grand chef, il dirige la construction d'un barrage. Mais il n'est pas en train de prendre la brouette pour amener les pierres pour faire le barrage, vous voyez. Et alors ça devient un ferment entre eux. Et d'ailleurs, c'était un des accélérateurs du combat nationaliste, c'est que ces 1000 commencent à discuter entre eux et rencontrent des mouvements tiers-mondistes, indépendantistes, des chrétiens de gauche, des communistes notamment, et commencent à échanger sur leur avenir, à demander l'autodétermination, etc., etc. Donc ça a été quand même un accélérateur incroyable. Et ce qui les a le plus frappés, c'est l'accueil des gens. Ils m'ont tous dit, les Belges de Belgique, eux n'étaient pas racistes, contrairement aux Belges du Congo. Donc ça, c'était quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Ils étaient accueillis, ils faisaient des conférences, ils allaient dans des discussions. Et pour la petite histoire, on avait mis un administrateur de territoire venu de Léopoldville au centre d'accueil du personnel africain à Tervuren, à côté du musée. Et normalement, il devait rentrer à 21h, parce qu'il y avait couvre-feu pour eux aussi. Après 10 jours, c'était fini. Ils ne rentraient plus. Mais vous imaginez pour eux être servis par une femme blanche, discuter avec une pauvre femme dans la forêt de Tervuren qui dit « Mais moi, je suis pauvre et je prends du bois ici par terre. » Donc, ils découvrent un autre monde, si vous voulez. C'était assez passionnant comme histoire. Écoutez, passionnant, effectivement, vous l'êtes, François Rickmans. On vous écouterait pendant des heures. Oui, je sais que je peux être long. J'espère quand même qu'on aura l'occasion de venir vous voir ici lors d'une conférence, pourquoi pas lors d'une édition 2022 d'Africa Louvre. Donc voilà, j'espère que cet entretien vous a donné envie de vous plonger dans ce livre. Je vous incite tout particulièrement à le faire. Il y a 2 moyens pour se procurer ce livre. Il y a le prêt dans vos bibliothèques du réseau Louviérois de lecture publique et ici à Anne-Saint-Pierre. Ou alors je vous invite à vous rendre dans une librairie de proximité, surtout pas sur une plateforme en ligne qui en a certainement pas besoin, pour vous procurer ce livre. Donc voilà, mais François Rickmans, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci de votre accueil.